La façade et l'incendie, un sujet en pleine évolution qui fait l'objet de notre nouvelle table ronde et dont nous allons discuter avec Olivier Douard. Donc Olivier Douard, vous êtes responsable de l'inspection souscription dommages aux biens au sein du groupe SMA et vous êtes par ailleurs diplômé en gestion des risques et prévention incendie. Vous participez aux travaux sur la prévention des risques, que ce soit incendie ou risque naturel. Donc l'incendie aujourd'hui, donc est-ce que on pourrait rappeler déjà quelle est l'importance en fait de ce sinistre en France, quelle est son ampleur? Alors, en France, par rapport aux interventions des services de secours, on comptabilise aujourd'hui, enfin sur 2019, plus de 300 000 incendies, dont 86 000 environ touchent des bâtiments. Par rapport aux typologies de bâtiments qui sont concernés, sur ces 86 000, il y a 80% des bâtiments qui sont des bâtiments d'habitation. 8% concernent des bâtiments abritant des établissements recevant du public et 6% abritent des locaux industriels et des entrepôts. Lorsqu'on parle sinistre incendie au niveau d'un bâtiment, il y a de fait un impact sur le bâtiment, mais également sur les occupants. Et il ne faut pas oublier qu'il y a chaque année environ 250 décès de personnes suite à des incendies de bâtiments. En 2019, c'est 261 décès suite à un incendie de bâtiment. Plus les personnes blessées aussi. Plus les personnes blessées, ce qui comptabilise à peu près 10 000 personnes qui sont impactées sur ces sinistres-là. Alors, dans la stratégie de lutte contre l'incendie, en fait, on donne la priorité aux personnes. Il faut que le bâtiment, que l'on puisse évacuer les personnes, ce qui fait que le bâtiment doit rester stable et ne doit pas s'enflammer trop vite pour permettre l'intervention des pompiers. Donc ça, c'est le côté des matériaux, le côté passif. Tout à fait. Au niveau de la réglementation, ce que l'on souhaite, c'est effectivement sauver des vies, bien entendu, favoriser les interventions des services de secours et limiter la propagation du feu durant un temps important, permettant l'évacuation et l'intervention des secours. Alors, le feu se produit comment? Vous parlez de triangle du feu Oui. Alors, le triangle du feu, c'est une image assez simpliste du phénomène de combustion, mais qui permet de bien marquer les esprits. Pour qu'il y ait une combustion, il faut qu'il y ait trois éléments qui soient réunis. Le combustible, la matière qui va brûler, le comburant. Le comburant que l'on rencontre le plus fréquemment, c'est l'oxygène de l'air. Et à ces deux éléments-là viennent s'ajouter une énergie d'activation qui va apporter l'énergie suffisante pour engendrer la combustion. Donc là, on est sur un feu qui peut être maîtrisé ou non. Et lorsque ce feu n'est plus maîtrisé, on part sur un incendie avec, en plus de ces trois éléments-là, une production de flammes, une production de fumée et de chaleur. C'est vrai que lorsque l'on parle incendie, on voit plus spécifiquement les flammes, mais le principal vecteur de propagation du feu, ce sont les fumées. Et les fumées vont pouvoir pénétrer absolument partout et propager l'incendie au fur et à mesure. Parce qu'au niveau des fumées, ce sont des fumées très chaudes. Ce sont des fumées qui contiennent des produits très dangereux pour les individus, comme le monoxyde de carbone, l'acide cyanhydrique ou les oxydes d'azote, qui sont des produits létaux en fonction des concentrations. Et la température moyenne, elle monte très vite, et vous disiez que tout à l'heure, au bout d'un quart d'heure, on était déjà à 600 degrés, c'est ça? Tout à fait. La température au niveau d'un incendie, c'est en général entre 800 et 1000 degrés, voire plus en fonction de la charge calorifique. Et un individu est en souffrance dès lors que la température dépasse 60 degrés. Et les 600 degrés dans un local fermé est rapidement atteint, et en moins de 15 minutes, on a ces 600 degrés-là. Ce qu'il faut avoir en tête également dans un incendie, c'est que les différents matériaux que l'on rencontre dans un bâtiment ou au niveau des éléments du système de façade, ces matériaux-là vont réagir différemment en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques.
Le bois, par exemple, va commencer sa combustion entre 250 et 300 degrés. L'acier, lui, va conduire la chaleur et va perdre une partie de sa résistance mécanique. Le verre peut éclater en se dilatant sous l'effet de la chaleur, donc faire rentrer de l'oxygène dans le bâtiment. Si l'on regarde les éléments PVC, par exemple, qui constituent les fenêtres ou les volets roulants, le PVC, lui, fond à partir de 140 degrés. Donc on voit que sur un système de façade, il y a plusieurs matériaux qui sont utilisés et chaque matériau va réagir différemment ou à un moment différent par rapport à l'incendie. Et le fait qu'un matériau fonde, c'est autant de passage possible pour les fumées et de pénétration d'oxygène. Et vous disiez aussi qu'on a toujours à l'esprit que le feu, il y a un phénomène de convection, donc d'ascension du bas vers le haut, mais que du fait de certains matériaux, il peut transmettre l'incendie du haut vers le bas. Tout à fait. L'incendie qui touche les façades peut démarrer à l'intérieur des bâtiments et se propager par la façade ou par de l'extérieur de la façade, soit du fait d'un rayonnement d'un feu extérieur, soit d'un feu à proximité de la façade, lié par exemple à un feu de poubelle ou un feu de véhicule. Et normalement, le feu va se propager de façon horizontale et verticale, de bas en haut, mais il y a un certain nombre de matériaux qui vont goûter, qui vont émettre des gouttelettes enflammées, comme le polycarbonate par exemple, et qui va engendrer la propagation du feu du haut vers le bas. Ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte parce qu'à un moment, on peut se retrouver également avec un feu qui prend à l'intérieur de la façade, notamment lorsqu'on utilise des isolants combustibles. Oui, on a cité pendant la table ronde le cas d'un incendie qui avait pris au 8e étage et qui s'était transmis au premier du fait de gouttelettes. Des éléments goûtants, oui, absolument. Alors, dans la conception incendie qui est basée sur des logiques passives, c'est-à-dire qu'on met en œuvre des matériaux qui ne s'enflamment pas, des solutions de cantonnement pour s'isoler du feu, etc. En fait, on peut distinguer 3 temps de la sécurité incendie. Donc, au moment de la conception, au moment du chantier, et puis au moment de la vie du bâtiment, chaque moment présentant des risques spécifiques ou des possibilités. Vous dites d'abord qu'au niveau de la conception, c'est le moment où en fait l'architecte a dans les mains la sécurité incendie et les solutions de mise en sécurité du bâtiment. Tout à fait. Je pense qu'au moment de la conception, le niveau de sécurité incendie se définit en fait. Et effectivement, c'est l'architecte qui a entre les mains un certain nombre de paramètres sur lesquels il peut jouer et qui, au final, en cas d'incendie, vont avoir une influence sur le développement du feu et sur l'importance de l'incendie. Par exemple, si on prend un bâtiment ayant en façade un certain nombre de matériaux combustibles, il est vraiment essentiel d'avoir une distance suffisante entre les bâtiments tiers pour éviter la propagation d'un incendie vers un autre bâtiment. C'est la problématique des flux thermiques en fait. Plus vous avez une charge combustible importante, plus mon flux thermique va être important. Et pour éviter la propagation, il faut que la distance soit éloignée. L'autre élément qu'il y a lieu de prendre en compte par rapport à l'implantation, c'est de tenir compte des vents dominants. Parce que si vous implantez un bâtiment face au vent dominant, en cas de départ de feu, les flammes vont revenir vers le bâtiment et ne vont pas s'éloigner du bâtiment. Donc là, on peut avoir une propagation également. En termes d'implantation, ce qu'il faut effectivement concevoir également, c'est que les services de secours vont avoir besoin d'intervenir sur le bâtiment en cas de départ de feu. Il faut vraiment que les voies d'accès, accès pompiers, soient clairement définies et permettent une intervention rapide et en toute sécurité. Le chantier, c'est également un moment critique. On se souvient, il y a quelques années, des feux assez spectaculaires. Une tour à Madrid pendant son chantier de rénovation. Il y avait le bâtiment sœur de la CCTV de Remkoulas à Pékin qui avait pris feu aussi. Autre chantier qui avait pris feu, il y avait l'hôtel Lambert à Paris avec des sujets patrimoniaux. Alors là, d'où vient le risque en fait au moment du chantier ?
Alors, au moment du chantier, c'est vraiment l'organisation même du chantier qui est à prendre en considération, notamment par rapport à tout ce qui est stockage de matériaux combustibles. Et c'est pourquoi l'architecte, dans sa conception, doit intégrer effectivement le choix des matériaux en connaissant bien les qualités propres des matériaux. C'est pourquoi il faut vraiment regarder matériau par matériau les notions de réaction au feu et de résistance au feu. La réaction au feu étant la contribution du matériau au développement de l'incendie, et la résistance au feu étant le temps que le matériau remplit sa fonction. Remplit sa fonction, tout à fait. Donc ça ce sont des éléments qui sont effectivement importants, comme la nature et la section des matériaux. Plus vous allez utiliser des matériaux finement divisés, plus la cinétique de développement du feu va être rapide en fait. Alors dans le chantier, c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais la sécurité incendie prend en compte aussi la mise en œuvre finale du matériau. Et on se retrouve en fait dans le chantier avec une pause inachevée, puisque la définition du chantier. Et là, vous dites que c'est un état dégradé en fait du matériau. Absolument. On peut prendre par exemple une isolation thermique par l'extérieur qui est en train de se mettre en place avec un isolant combustible. Avant que l'enduit ne soit mis en place, là, en cas de départ de feu au niveau de la façade sur un isolant combustible à nu, on va avoir un développement très très fort. C'est pourquoi au niveau de la mise en œuvre des isolants combustibles, il faut également prévoir des bandes incombustibles régulièrement positionnées pour casser le développement vertical du feu, mais également des déflecteurs pour éloigner les flammes de la surface, ou prévoir des matériaux intumescents pour masquer, pour obturer les lames d'air, les vides d'air, toutes les interstices et autres jonctions de matériaux en fait. Et ça, ce sont des solutions qu'il convient de mettre en place en même temps que l'isolant, bien sûr. Et alors, pendant l'exploitation, là, on voit plutôt un défaut d'entretien sur des dispositifs secondaires ou voire primaires, des dégradations d'ouvrages, peut-être de la façade, qui mettent l'isolant à nu, ou alors en fait l'obturation de certains éléments de secours comme les colonnes sèches. Quels sont les autres problèmes? Qu'est-ce qu'on voit en fait qui dégrade la sécurité incendie? Alors, on voit un certain nombre de choses en exploitation. C'est déjà le vieillissement du bâtiment et des installations qui sont mises en œuvre. L'exploitation d'un bâtiment, enfin la vie normale d'un bâtiment, vous pouvez vite vous retrouver avec des véhicules ou de la végétation en pied de façade. Et là, ça peut poser un problème en cas de départ de feu. Oui, vous avez vu des réactions en chaîne, vous expliquez de feux qui en fait... De bâtiments qui proviennent de l'extérieur du bâtiment. Tout à fait. On prenait en exemple, dans le cadre de la table ronde, effectivement, un sinistre qui est survenu cette année, avec un départ banal, j'allais dire, de zone de détritus, en fait, se poser sur le trottoir. Ce feu de déchets s'est propagé à un véhicule. Le véhicule a propagé l'incendie à un coffret gaz qui était en pied de façade et engendrant une fuite de gaz. Et cette fuite de gaz inflammée a provoqué un démarrage de feu au niveau de la façade et une combustion des isolants, effectivement. Un autre phénomène qu'on observe à présent, qu'on emballe beaucoup les bâtiments dans des isolations, qu'on a aussi des faux plafonds et toutes sortes de choses qui cachent en fait l'ouvrage principal, le gros œuvre. En fait, c'est aussi les feux couvants. Est-ce que vous pouvez... Alors ça, c'est le problème que les pompiers rencontrent de plus en plus aujourd'hui, notamment sur des bâtiments où il y a des isolations thermiques par l'extérieur qui sont ajoutées, avec un bardage bois par exemple. Là, le feu peut se propager à l'intérieur même de la façade sans que les flammes ne sortent. Et donc là, les pompiers sont contraints d'identifier les zones chaudes au niveau de la façade avec l'usage de caméras thermiques
mais également de pouvoir refroidir cette zone-là. Et ils utilisent de plus en plus fréquemment des lances dites lances perforantes qui vont traverser le bardage bois pour refroidir l'intégralité de la façade et essayer de traiter l'incendie. Alors vous, en tant qu'assureur, comment vous accompagnez le risque? Est-ce que vous le suivez dans les 3 phases qu'on a évoquées? Conception, donc là ce serait peut-être au niveau des techniques, voire des techniques non courantes qui seraient appliquées, au niveau chantier et au niveau exploitation. Quel est votre rôle? Alors, l'assureur est vraiment là pour accompagner les différents corps d'État qui vont intervenir et par rapport à tout ce qui est innovation, accompagne également tout ce qui est innovation. Vous avez cité techniques courantes et techniques non courantes. L'assureur construction va accompagner ses clients dans le cadre de son contrat sans demander de renseignements complémentaires dans le cas des techniques courantes qui sont mises en œuvre. Mais lorsque les techniques sont dites techniques non courantes, donc on sort du mode traditionnel en fait, là il y a lieu pour les entreprises qui le mettent en œuvre de solliciter l'assureur pour émettre un avis pour savoir si cette technique-là est recevable ou non, afin que l'assureur émette un document spécifique au chantier en question pour que les entreprises soient couvertes et que les garanties puissent jouer. Il y a aussi l'assureur dommage aux biens. Et donc là, l'assureur dommage aux biens propose des garanties en termes d'incendie notamment pour accompagner toute la vie du bâtiment. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de conseiller nos clients par rapport à tout ce qui est entretien, maintenance, contrôle des différentes installations du bâtiment pour que le bâtiment soit bien entretenu, que l'ensemble des organes de sécurité soient bien maintenus pour que ces organes-là puissent faire office le jour où on en a vraiment besoin. Donc il faut vraiment voir l'assureur comme un partenaire important dans toute la vie d'un bâtiment, partenaire des entreprises qui interviennent. Et il ne faut surtout pas hésiter à aller vers l'assureur pour l'interroger, soit sur une technique non courante, soit sur un certain nombre de conseils en prévention ou en protection pour avoir une qualité de risque la plus satisfaisante possible. Alors suite aux évolutions réglementaires de 2019, il y a des filières professionnelles qui ont pu éditer des guides pour ce qui concernait des nouvelles règles applicables au bois par exemple. Est-ce que vous diffusez des règles aussi, des documents, des documents d'information sur ces problématiques? Alors effectivement, au sein du groupe SMA, nous avons plusieurs moyens de communiquer avec nos clients, soit au travers de la Fondation Excellence, qui diffuse un certain nombre de documents, qui organise des colloques d'information, notamment sur la sécurité incendie, mais également sur tous les thèmes de la construction. Et lorsque l'on a des situations spécifiques à traiter en construction notamment, nous avons un GIE qui s'appelle SOCABAT, avec des experts qui peuvent apporter tous les conseils nécessaires en construction. Et sur la partie dommage aux biens, au sein de la direction technique du groupe SMA, nous pouvons également accompagner nos clients. C'est arrivé qu'on détruise un bâtiment suite à un sinistre d'incendie? Sur certains sinistres qui se sont développés de façon très importante, avec une dégradation de la structure, oui, effectivement, on peut aboutir à la destruction complète d'un bâtiment parce que rendu impropre à destination, pour le coup. Et ça arrive effectivement, pas fréquemment, hein, heureusement, mais dans certaines situations, la solution qui est proposée, c'est effectivement de détruire le bâtiment et de le reconstruire. Mais il faut bien avoir en tête qu'un sinistre incendie, c'est jamais anodin en fait. C'est un coût de sinistre qui est relativement important, avec un impact sur le bâti et sur les personnes énorme. Et donc là, l'assureur est vraiment là pour accompagner ces moments-là et éviter du mieux possible la survenue des sinistres. D'accord, merci Olivier Douard. Merci à vous.